Hey! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota, et welcome to my nightmare. Aujourd'hui pour ce nouveau C'est l'Histoire 2, je me suis dit qu'il était temps de rendre hommage à une légende française. En effet, cette année, plus précisément le 11 août 2022, est décédée une légende française s'appelant Jean-Jacques Samp, dessinateur et caricaturiste français, très respecté, qui a dessiné pour de nombreux journaux, mais qui a surtout créé un petit diable, un petit monstre de la bande dessinée française. Et comment vous l'expliquer ce personnage? C'est un personnage tout mignon qui nous remet dans l'époque des années 60 et surtout dans le monde scolaire avec les récrés, les classes, les amis, les petites amourettes ou les maîtresses. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui dans ce C'est l'Histoire 2, pour rendre hommage à Jean-Jacques Samp, je vais vous raconter la fameuse histoire du petit Nicolas. Mais avant ça, on va quand même se changer, non? Oh putain de merde. Oh putain, ça fait longtemps. Oh mon dieu. Eh bah, je pense qu'on est dans le bon habit. Allez, générique. Avant de vous décrire le personnage, commençons par le commencement. Le petit Nicolas est un personnage de bande dessinée créé en 1956 par René Goscinny, le maître ultime de la bande dessinée, mais surtout illustré par Jean-Jacques Samp. Il apparaît pour la première fois durant les années 55-56 via une bande dessinée éphémère dans un journal belge qui s'appelle Le Moustique. Ouais, je suis désolé mes amis belges, mais vous auriez quand même pu faire mieux, quoi, parce que le Moustique, ça donne plus envie de le frapper que de le lire, désolé, Mais c'est surtout le 29 mars 1959 qu'il apparaît en France, cette fois-ci sous forme de nouvelle illustrée dans le numéro de Pâques du journal Sud-Ouest Dimanche. Et pour couronner sa création et son succès, il apparaît également dans le tout premier numéro du journal Pilote, journal créé par des légendes de la bande dessinée comme Goscinny ou encore Uderzo, aux côtés de petits personnages qui n'ont jamais eu un succès, à savoir Astérix et Obélix. C'est ironique. Calmez-vous. Mais vous allez surtout voir que sa création a quand même été semée d'embûches. En effet, après s'être rencontrés pour une collaboration sur le magazine Le Moustique, Sampé et Goscinny signent pour 28 gags, un par semaine. Goscinny sous le pseudonyme d'Agostini, alors que Sampé les illustre sous son propre nom. Cela aurait pu être un bon début car les illustrations plaisaient bien, mais Sampé, ne se sentant pas à l'aise dans le rôle de dessinateur de bande dessinée, décide d'abandonner le projet. Le journal, après cette annonce, demande alors au dessinateur de transformer cette esquisse de personnage en une bande dessinée. Habile au crayon, Sampé leur explique qu'il est ni scénariste ni écrivain. Mais avec l'aide de Goscinny qui imagine et écrit les scénarios, cette création peut être lancée. Mais ce ne fut que de courte durée, car après une réunion pour la défense des droits des auteurs sur plusieurs points, René Goscinny, en retour... Quoi comme retour? Quoi? C'est quoi le retour? A-t-il réussi à mettre enfin en lumière le rôle de ce dessinateur, son travail, tout le travail acharné de tous ses collaborateurs, de tous ses amis, dessinateurs, scénaristes, caricatures? A-t-il réussi? Il est licencié. Sampé, solidaire, claque la porte de son côté pour soutenir son camarade de classe. 3 ans plus tard, c'est le directeur du journal Sud-Ouest Dimanche qui leur propose à nos jeunes, enfin plutôt maîtres écoliers, de créer une histoire humoristique pour le numéro de Pâques de 1959. C'est alors que Goscinny décide de proposer à Samp de reprendre l'étoffe du petit Nicolas, abandonné trop tôt pour lui. Mais Goscinny commence à connaître son voisin de classe et tourne plutôt l'étoffe en dessin humoristique au lieu de bande dessinée, ce qui plaît grandement plus à Jean-Jacques. On a donc le départ, Sampé en illustrateur et pas dessinateur, René Goscinny en conteur et non pas scénariste. Oui, on est d'accord, on joue sur les mots, mais bon, fallait bien que Sampé signe, donc à un moment donné, il faut utiliser les mots qu'il faut. À partir de là, notre personnage commence à prendre de l'ampleur et grandit de jour au jour, et arrive à devenir bientôt un personnage emblématique. Mais au final, c'est qui le petit Nicolas? À quoi il ressemble? Nicolas, ou le petit Nicolas, ou Nico, on va le nommer de tous les noms, est tout bonnement un écolier et le héros de l'histoire. Qui l'eût cru? Fils unique, il admire son père et sa mère, comme une grande partie des enfants des années 60. Il a de bons copains avec qui il a formé la bande des Vengeurs. Non, pas ceux-là. Voilà. Il est un garçon tout à fait normal, très gourmand et très joueur. Il adore le foot et est un petit enfant gentil. Il n'est pas très bon élève, mais rêve déjà de devenir aviateur et pour cela économise pour pouvoir s'acheter un avion. Écoute, Nico, si tu commences maintenant, c'est bien, mais peut-être que ton petit-fils arrivera peut-être à acheter un avion.
Et encore, je dirais même la 5e génération, surtout aujourd'hui. Il est le héros, mais surtout le narrateur, et nous raconte ses aventures avec ses yeux d'enfant, permettant aux plus jeunes lecteurs de comprendre son discours. Concernant son physique, c'est un peu complexe car on le reconnaît pas forcément sur les dessins de groupe. En effet, seul on peut très souvent apercevoir soit une écharpe ou un pull de couleur rouge, nous permettant de le différencier, mais n'a pas forcément de traits atypiques. C'est Sampé qui l'a décidé ainsi car il considérait que le petit Nicolas est incarné par l'ensemble de la bande de copains et doit à peine se distinguer des autres. Si on devait essayer d'en faire un portrait, c'est un petit garçon normal, coiffure standard de l'époque, uniforme scolaire d'époque, avec son petit cartable en cuir, et comme dit plus haut, souvent un vêtement rouge ou une écharpe rouge pour quand même un peu le repérer. Bon, maintenant qu'on a présenté le petit Nicolas, autant vous dire que la prochaine partie risque d'être longue, puisqu'en effet il faut présenter tous ses camarades, ses professeurs, sa famille, et autant vous dire que c'est une classe entière. Donc j'espère que vous êtes prêts. On commence. Alceste est le meilleur ami de Nicolas. Il est l'un des seuls enfants facilement identifiables car il est gros. Ouais, malheureusement, c'est vraiment la seule différence qui le différencie. Il mange tout le temps et tout ce qu'il trouve. Tartines beurrées, brioches, chocolatines, désolé, hein, mais aucun débat là-dessus. Et même des fleurs, rien ne lui résiste. Il a les mains sales, ce qui est parfois gênant pour ses copains car quand on lui serre la main, elle est toujours collante. Il est d'humeur assez égale, mais n'aime pas partager sa nourriture avec ses copains, ce qui crée quelquefois des disputes. Rufus est un camarade de classe et ami de Nicolas. Petite parenthèse, sachez-le, jusqu'à nouvel ordre, toutes les personnes que je vais présenter pour le moment sont des camarades et amis de Nicolas. Ouais, la flemme de le répéter à chaque fois. Pour le différencier, il a un sifflet à roulette et son papa est policier. Lorsqu'il joue avec ses camarades, Rufus veut être arbitre et participer en même temps. Et il refuse de prêter son objet fétiche, c'est un souvenir de famille. Clotaire, c'est le dernier de la classe. Quand la maîtresse l'interroge, il est toujours privé de récré. Il finit presque inévitablement au coin. Toujours le même d'ailleurs à gauche du tableau, car il n'apprend rien. Cancre y collectionne les zéros et les punitions. Eudes, il est très fort et aime bien donner des coups de poing sur le nez des copains. Charmant, c'est un élève dissipé, il se bat avec ses camarades et impose facilement sa loi. Chef de la bande des Vengeurs ou capitaine de l'équipe de foot, et il a le coup de poing facile, d'autant qu'il se vexe facilement. Geoffroy, en gros, pour expliquer, c'est un fils à papa qui a tout ce qu'il veut. On ne sait pas ce qu'il fait son père, mais en tout cas, il gagne des tas et des tas d'argent. Et lui offre des cadeaux qu'il apporte à l'école. Un appareil photo, un équipement complet de footballeur, une boîte de magie, etc. Il est avec Alceste, le compagnon le plus présent dans les aventures de Nicolas. Il rafle généralement le prix de la bonne tenue, ce que Nicolas attribue au fait qu'il est toujours très bien habillé. Joachim, c'est un peu le rêveur et l'inventif, un petit Léonard da Vinci. Il est volontiers bagarreur et distribue coups de poing et gifles. On le reconnaît sur certains dessins car il porte parfois un béret. Il aura droit au titre de la première édition d'ailleurs du 5e volume Joachim a des ennuis, paru en 1964, mais qui sera par la suite réédité en Le Petit Nicolas des ennuis. Agnan, camarade de classe de Nicolas, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. À la récréation, il révise toujours ses leçons. Selon Nicolas, il n'est pas bon camarade et on ne l'aime pas trop. Seulement, il a des lunettes et on ne peut pas taper sur lui aussi souvent qu'on le voudrait. La répression est si violente et terrible, quelle tristesse. Sans cesse, Agnan dénonce ses camarades qui le traitent de cafard. Mexan, il court très vite, il a des jambes très longues et toutes maigres avec de gros genoux sales. C'est le plus grand de la classe. Susceptible et bagarreur, c'est le moins présent de la bande de Nicolas. Une nouvelle lui est néanmoins intégralement consacrée s'appelant Le Magicien. Marie-Edwige est la jolie petite voisine de Nicolas et fille de Courteplate, voisin de la famille de Nicolas. Blonde et particulièrement chippie, elle est très amie avec Nicolas et a même fait tourner la tête à quelques-uns de ses camarades. Elle est très chouette, même si c'est une fille, je crois qu'on va se marier plus tard. Ah, l'espoir. L'espoir, mon garçon. Un jour, tu comprendras. Capricieuse et autoritaire, elle mène Nicolas par le bout du nez. Quand elle s'exprime, elle a le pouvoir de remuer les paupières très vite, ce qui fait rougir Nicolas. D'ailleurs, il dit « Il y a une chose que Marie-Edwige j'aime bien, c'est devoir faire des galipettes, et pour les galipettes, je suis terrible. » Bande de dégueulasses.
Louisette est une autre fille pour qui Nicolas a de l'intérêt. Des cheveux jaunes avec des nattes, des yeux bleus, un nez et une robe rouge. Elle a un sacré tempérament d'ailleurs. Après une partie de football, une vitre cassée par Louisette et une punition pour Nicolas, le jeune garçon est séduit. Elle est chouette, Louisette, quand on sera grand, on se mariera. Ah, l'espoir. L'espoir, mon garçon. Un jour, tu comprendras. Le père de Nicolas n'a jamais été vraiment précisé, il est juste papa. Il officie dans un bureau dont le patron est monsieur Mouche-Bouche et se plaint souvent des difficultés de son travail dont on ignore la nature exacte. Lorsqu'il rentre à la maison, il aime lire son journal dans son fauteuil et fumer une pipe. Il est généralement plus jovial et indulgent envers son fils que sa femme ne l'est. Il aime se vanter auprès de son fils d'exploits scolaires ou sportifs, mais il ne peut jamais montrer les preuves de ses faits d'armes qu'il a invariablement perdus durant le déménagement quand il s'est marié. D'ailleurs, à l'occasion d'une visite d'un ancien camarade de classe, Nicolas apprend qu'à son âge, son père faisait les 400 coups. Comme son mari, la mère de Nicolas n'a jamais vraiment été nommée autrement que par maman. Très tendre avec son fils unique, elle adore son chéri et passe souvent du temps à la cuisine. Il lui arrive de se mettre en colère, bien évidemment. D'ailleurs, Nicolas dit « Elle m'a fait des yeux, ceux avec lesquels il vaut mieux ne pas rigoler ». Pour son fils, elle veut une éducation irréprochable et l'abreuve de recommandations. Parfois débordée, elle s'en remet à son mari, souvent en disant « Quand il viendra, tu lui avoueras ce que tu as fait, il te punira ». La mémé Nicolas n'est autre qu'une mamie gâteau, bonbons, chocolat, mais aussi montre, camion, voiture, appareil photo. Ce qui a le don d'irriter d'ailleurs son père. Avec son gendre d'ailleurs, les relations sont tendues et provoquent souvent une scène de ménage. Le tonton Eugène est autre que le frère du père. Il est gros, raconte des blagues et il rit tout le temps. On ne le voit pas beaucoup parce qu'il voyage pour vendre des choses très loin, par exemple à Lyon, Clermont-Ferrand ou encore Saint-Étienne. Après, il existe d'autres membres de la famille, comme par exemple l'oncle Casimir, les cousins et les cousines tels que Éloi, Roche, Euloge ou encore Lambert, ainsi qu'Elvire, Clarisse et Félicité. Et il a aussi des tantes comme Pulchérie, Eulogie, Clarisse, Dorothée, ainsi que leur redoutable tante Mathilde, au sans-gêne proverbial. Et enfin, après la famille, le personnel scolaire. Ah oui, je vous avais dit, ça risque d'être long, c'est une classe entière, donc on continue. Lâchez rien, suivez-moi. La maîtresse instruit la classe de Nicolas et ses copains, ce qui ne va pas sans problème. Lorsqu'elle veut gronder un élève, elle se met souvent à vouvoyer. Bien qu'elle soit parfois sévère, Nicolas la trouve généralement chouette. Le directeur de l'école apparaît fréquemment lorsque la classe devient trop intenable. Il entre toujours selon la formule rituelle de l'époque, à savoir « Debout, dit la maîtresse, assis, dit le monsieur le directeur ». Et il menace souvent les enfants de les renvoyer au piquet s'ils ne sont pas sages, notamment le fameux Clotaire. Monsieur Dubon est le surveillant de l'école, qui est très sévère. Il est secrètement surnommé le Bouillon, non pas parce qu'il bouillonne souvent de colère, ce qui pourrait être le cas, mais parce qu'il dit souvent aux élèves « Regardez-moi dans les yeux », et dans le bouillon, il y a des yeux. Je vois pas le rapport, mais pourquoi pas. Dubon semble être originaire de Corrèze et a été sergent-chef de la coloniale, et il utilise d'ailleurs un langage assez recherché comme proféré, sobriquet, etc. Voilà, je vous ai présenté normalement une grande partie des personnages qui accompagnent le petit Nicolas. Bon, bien sûr, j'ai clairement pas assez de souffle pour tous vous les présenter, mais je vous ai clairement présenté les personnages majeurs de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi comme grande date pour le petit Nicolas? On peut noter plusieurs dates, On peut déjà dire que, aussi, le petit Nicolas, un peu comme Gaston Lagaffe, a été très souvent exposé. On peut parler par exemple de la date de mars 2019 via l'exposition Le Petit Nicolas, miroir de notre enfance, à l'Hôtel de Ville de Paris. Un autre aussi en juin 2014 avec les vacances du petit Nicolas à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Le 30 septembre 2009 est sorti en salle le premier film Le Petit Nicolas réalisé par Laurent Tirard avec Valérie Lemercier, Kad Meran dans le rôle des parents et Maxime Godard dans le rôle titre. Le deuxième sortira le 9 juillet 2014 s'appelant Les vacances du petit Nicolas avec les mêmes personnes derrière. Durant le même mois de la même année, en septembre 2009, le petit Nicolas entre dans l'univers du dessin animé sur la chaîne M6. En effet, la série sera même récompensée par le prix jeunesse au laurier de la radio et de la télévision, et par le prix du jury au Festival international du film d'animation d'Annecy. C'est en novembre 2011 qu'on inaugure la première école publique Petit Nicolas en France, à Athis en l'Orne.
Le 6 juin 2013, notre personnage sera traduit dans de nombreuses langues locales de France, telles que le corse, le breton, l'occitan, le normand, même le limousin. Ouais, ils sont allés loin, je l'accorde. Et d'autres langues internationales. Au total, c'est plus de 75 langues qui seront utilisées. En 2014, un article paru dans le Figaro nommera le Petit Nicolas comme un best-seller international avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus. Et la même année, la Monnaie de Paris a créé 3 monnaies, un coffret et un bronze d'art inspiré du personnage. Et enfin, en 2017, le Petit Nicolas devient parrain de la campagne pour l'opération Pièce jaune. C'est une première car, avant cette date, aucune image de personnage n'était associée à une opération de solidarité. Opération qui sera d'ailleurs reconduite en 2018. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas bien évidemment à partager si vous avez aimé, ne serait-ce que partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta ou Facebook, franchement ça ferait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous surtout qu'on peut continuer, que ce soit les petits youtubeurs comme les grands, c'est grâce à vous, cher public, qui regardez les vidéos, qu'on peut continuer. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter si vous voyez par exemple des petits changements à faire, des petits réglages ou juste que vous avez envie de parler. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur YouTube. Ciao! Ah! C'est la récré!